Salut à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Quête de paix. Quête de paix, c'est votre émission qui revient sur l'actualité relative à la paix sur l'ensemble du triangle national et même à l'extérieur. Il est question pour nous de faire des propositions pour la promotion de la paix sur le triangle national et même à l'extérieur de notre pays. Aujourd'hui, dans Quête de paix, chers téléspectateurs, nous braquons nos projecteurs sur la jeunesse camerounaise qui est célébrée actuellement dans le cadre de la journée à elle dédiée. Il s'agit notamment de la journée, la fête de la jeunesse qui est donc célébrée le 11 février 2021. Précisons que cette fête est célébrée depuis le 11 février 1966 sur l'ensemble de notre territoire national. Aujourd'hui donc, nous nous intéressons au thème de cette édition, cette 55e édition de la fête de la jeunesse qui est jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. Un thème qui est donc interpellateur, qui a été arrêté par le gouvernement pour rappeler à la jeunesse son rôle dans la société, son rôle dans la promotion de la paix, de la solidarité et même de la démocratie au Cameroun. Pour ce faire, nous avons sur ce plateau le docteur Méfiré Abakar, il est sociologue. Bonsoir, monsieur Abakar Méfiré. Bonsoir Estelle, qu'il me soit permis de saluer avec la même déférence et la même révérence l'ensemble de vos inconditionnels téléspectateurs pour qui nous sommes encore là aujourd'hui, peut-être en cette aubaine spéciale fête de la jeunesse, dont c'est l'occasion de renouveler ce qui est notre leitmotiv, à savoir que si le Cameroun est une cathédrale, c'est tous ensemble que nous allons la bâtir. D'accord. Donc, spécialement aujourd'hui, nous communions avec les jeunes Camerounais. Peut-être c'est l'occasion de dire avant vous, bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes Camerounais. Le message est passé, ils sont sûrement très contents. Et j'en profite pour vous souhaiter bonne fête à vous. Vous avez, je sais pas, entre 15 et 35, vous êtes jeune. Bon, c'est un débat pratiquement philosophique. La jeunesse est un état d'esprit en réalité. Mais si on voulait se référer à la charte de l'Union africaine qui parle de la jeunesse, qui définit la jeunesse comme cette période de la vie qui est comprise entre l'enfance et l'adulte. Et la période d'adulte, donc 15 à 35 ans. Moi, je me considère plus comme jeune. Ah là là. Parce que j'ai déjà quelques années en plus sur les 35. D'accord, ce n'est pas grave. D'accord, on va continuer donc avec cette édition. Et nous allons d'abord regarder ensemble cette chronique qui parle, n'est-ce pas, de la vie, des réalités que les jeunes Camerounais traversent actuellement, avant de revenir sur le plateau et continuer relativement à ce thème. Écoutons cette chronique. Sans doute, ils sont communément appelés le fer de lance de la nation. Et oui, il s'agit de la jeunesse camerounaise. Ceux-là qui sont âgés entre 15 et 35 ans. Et qui représentent plus de la moitié de la population, ceux qui sortent chaque matin pour certains à la recherche du savoir et d'autres de leur gagne-pain quotidien. Oui, parce que la ration alimentaire quotidienne de leur famille provient de leur poche, puisque à 15 ans pour certains, on peut déjà faire sauter son cerveau comme du pop-corn dans une casserole chaude et se créer un petit métier, comme c'est le cas pour certains qu'on voit très souvent au centre-ville. Avec des plateaux sur la tête, faisons des petits commerces, des bonnes oranges, la tontine, le miel à seulement 100 francs CFA, 3 à 200 francs CFA, orange qui donne le sourire, tontine. Eh ben oui, tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent. Rien de surprenant, n'est-ce pas? D'autres, au lieu d'être le fer de lance de la nation, se transforment en fer à repasser de la nation, bien sûr. Bien sûr parce que lorsqu'ils chauffent très fort, ils détruisent tout sur leur passage. Ils vont même jusqu'à porter des carapaces de criminels et arracher la vie à leurs enseignants. D'autres découpent leurs camarades avec des lames de rasoir et pour combien même? Une pièce de 50 francs CFA. Triste, n'est-ce pas? Pourtant, l'école est censée être un lieu de vie pour des élèves en construction. On appelle cela de la délinquance juvénile, de la violence en milieu scolaire. Et que dire de ceux-là qui sont manipulés et corrompus dans les régions anglophones du pays par des sécessionnistes, des faiseurs de troubles? Oui, ces hommes cagoulés, armés,
sémant la terreur, complotant, détruisant des vies et des personnes innocentes qui ne leur ont rien fait. Je dis bien rien du tout. Triste réalité, n'est-ce pas? Et dire que le papa de la nation, Paul Biya, porte une grande attention sur cette jeunesse qui occupe, il faut le dire, une place de choix dans la vision du développement de notre très cher et beau pays, le Cameroun. Un peu plus loin, il y a une autre catégorie de jeunes, ceux-là qui se la coulent douce dans des jacuzzis. Ils adorent prendre des raccourcis, en fait. Il suffit de les voir se comporter face à des longues files d'attente. Ça donne ça. Monsieur, s'il vous plaît, je suis le fils du ministre et je suis très pressé. Pouvez-vous me servir rapidement, s'il vous plaît? Et le vœu du gars se réalise, in extremis, aux yeux et au détriment de ceux qui attendent depuis des heures. Triste réalité, n'est-ce pas? En tout état de cause, il faudra revoir la mentalité de nos jeunes et de manière prompte, oui, très prompte, concentrer toutes les énergies sur ces derniers, car le Cameroun de demain sera dirigé par eux. Sans doute, ils sont le futur, les ministres, les directeurs de demain. Alors, une sensibilisation s'impose. Où sont passées les célébrités nationales, les artistes, les sportifs, les comédiens, les influenceurs? Oui, il est temps, grand temps, de vous lever, aller dans les écoles et parler à ces jeunes, leur rappeler leur importance dans la société. On ne vous demande pas de tordre des morceaux de fer, non, mais de changer les mentalités de ces jeunes plongés dans l'alcool, la drogue, les violences en milieu scolaire. Ils sont même partenaires de charter. Entendez par là des groupes organisant des sorties parfois nocturnes et dangereuses. Oui, très très dangereuses. Sans doute, le gouvernement a sa part de responsabilité dans l'affaire. Et oui, le problème de chômage, il faut faciliter l'accès à l'emploi, car ces tranches de la population, pour évoluer dans la société, a besoin d'être épanouies professionnellement. Je ne vous apprends rien, messieurs les ministres. La fête de la jeunesse est donc l'occasion pour tous d'agir, car comme le dit si bien Jean-Paul Sartre, vous êtes responsable en tant qu'individu. L'heure n'est plus au discours, mais à des réalisations palpables. Et vous, jeunes Camerounais, tâchez de représenter valablement ce fer de lance de la nation. Et non le fer de lance souillé de la nation. Non, ne faites pas ça. Je vous souhaite une bonne fête. À très bientôt. Retour sur le plateau donc après cette chronique qui revient sur les réalités de la jeunesse camerounaise actuellement, les différentes catégories de jeunes que nous rencontrons au Cameroun aujourd'hui. Oui, puisque actuellement c'est la fête de la jeunesse qui est d'actualité dans notre pays. Je reviens donc, je me tourne vers vous, monsieur sociologue, le sociologue Abakar Méfiré, pour savoir avec vous après cet élément que nous venons de regarder, quelle analyse est-ce que vous faites de la situation de la jeunesse camerounaise aujourd'hui? Oui, de manière globale, l'élément que nous venons de suivre traduit de manière tout à fait complète la situation dans laquelle se trouve la jeunesse de nos jours. C'est vrai que l'élément a indiqué qu'il y a plusieurs responsabilités, mais de manière générale, nous voyons bien que la jeunesse camerounaise, c'est une jeunesse sacrifiée qui est justement dans un état, on pourrait le dire comme ça, au risque d'exagérer, suicidaire, parce que c'est une jeunesse aujourd'hui en proie, vous l'avez dit, à la facilité, au chômage, à la vénalité. En un mot, la jeunesse aujourd'hui est confisquée par des mots qui plombent non seulement leur propre développement, mais le développement tout entier de la nation. Et pourtant, on en parle aujourd'hui de cette catégorie qu'on appelle les jeunes. C'est l'humanité tout entière qui en parle comme étant la plaque tournante justement de l'humanité. Mais on s'interroge aujourd'hui lorsqu'on est au Cameroun. Comment est-ce que des gens peuvent concevoir l'efficacité d'un véhicule, mais sans s'en assurer de la validité de son moteur? La validité du moteur jeune aujourd'hui, parce qu'on parle de l'échelle de responsabilité, c'est l'ensemble des acteurs qui ont justement la charge d'encadrer, de façonner, de mouler cette jeunesse-là. De ce point de vue-là, on peut estimer que le véritable problème de la jeunesse aujourd'hui qui semble, de notre point de vue, vraiment sacrifié, c'est que cette jeunesse-là, elle est enjôlée,
elle est, on va dire comme ça, elle est même divinisée dans les discours politiques. Mais malheureusement, dans la réalité, nous restons dans les discours, lesquels discours tranchent avec la réalité du terrain. Parce que finalement, sur le terrain, alors que la jeunesse est reconnue justement comme étant la force de développement, la grande puissance, ou alors le premier indicateur du progrès de la nation, malheureusement, c'est une jeunesse qui est sur le plan de la réalité ignorée. C'est une jeunesse qui n'est pas du tout suffisamment encadrée, d'où la forte présence de ceux qui font de cette jeunesse-là finalement plutôt un élément négatif. Parce que quand vous avez des jeunes consommateurs de drogue, des jeunes qui sont amoureux des charters, au-delà, il y a même d'autres types de charters. Aujourd'hui, on parle des parties de partout, où plusieurs jeunes, il me souvient, dans ma carrière d'éducateur, qu'il y a l'année passée ou surpassée, des jeunes qui étaient tous, pour la plupart, des fils de quelque chose de la République, avaient disparu de leur famille pendant 2 semaines après le baccalauréat. Ces jeunes-là, donc, qui étaient, passez-moi l'expression triviale, mélangés, donc garçons et filles, s'étaient décidés donc d'aller louer ce qu'on appelle chez nous des appartements meublés, coûtant extrêmement cher. Avaient donc décidé de passer 15 jours, les garçons et les filles, ensemble, pour boire beaucoup d'alcool, fumer la chicha et entre autres, stupéfiants. On sait ce qui peut arriver après, très dangereux. Non, on ne va pas mâcher les mots. Ils avaient donc décidé que 40 garçons, 40 filles, et puis chacun à tour de rôle, on passe à gauche, on passe, voilà. Donc voici à peu près aujourd'hui la situation de notre jeunesse. Comme nous avons dit, c'est la vénalité, c'est la facilité, c'est la consommation de l'alcool, de la drogue. Et on ne peut pas vraiment citer l'ensemble des mots qui minent cette jeunesse aujourd'hui. Mais nous pensons que l'essentiel aujourd'hui est finalement de chercher à comprendre qu'est-ce qui est à l'origine d'une telle situation catastrophique ou suicidaire de la jeunesse. Voilà, je ne voudrais pas reprendre ce qui nous a déjà été dit. Ce que, si on veut être honnête, les responsabilités sont, on va le dire comme ça, partagées. C'est-à-dire que vous avez les jeunes eux-mêmes qui, au lieu de faire l'école, par exemple, vont à l'école plutôt faire les charters, c'est pas moi, etc. Mais comme ce soir, nous sommes sur votre plateau pour parler en tant que sociologue, il faudrait qu'on commence par rappeler que de manière universelle, l'enfant ne s'éduque pas, mais on éduque l'enfant. Puisque l'enfant ne s'éduque pas et qu'on doit éduquer l'enfant, si nous voulons donc établir les responsabilités, il faut donc comprendre que le problème aujourd'hui, ce ne sont pas les jeunes d'abord. Le problème, ce sont ceux qui ont la charge ou la responsabilité de façonner ou de mouler ces jeunes-là. On peut donc comprendre que si nous voulons mettre sur l'échelle de stratification pour donner le poids à chaque type de responsable, nous pouvons d'abord dire qu'aujourd'hui, la faute revient à la société. Parce que c'est la société qui est sur le laboratoire qui doit fabriquer le type d'homme dont on pense utile pour promouvoir le développement de sa société. Si, vous l'avez bien dit, et je voudrais vraiment ne pas l'oublier. Madame, si par exemple, on parle de la fête de la jeunesse, d'ailleurs, c'est un mot qui, de notre point de vue, est péjoratif. Le mot fête ne s'y est pas. Parce qu'on sait, si on parle de la journée internationale de la femme au Cameroun, on transforme en fête. Si on parle, je ne sais pas moi, de la journée internationale de l'enseignant, on transforme ça en fête. Moi, ça m'intéresse de le rappeler que si vous voulez, par exemple, savoir quelle est l'origine de la fête nationale de la jeunesse au Cameroun, n'allez pas faire un vox pop. Parce que, malheureusement, le fait, il est largement ignoré des Camerounais, aussi bien les moins âgés que les plus âgés, ce qui est une catastrophe. Dans tous les établissements, pratiquement, pour ne pas exagérer, depuis une dizaine de jours, il n'y a plus de cours. Les gens sont en train de préparer la fête de la jeunesse. Mais la préparation, c'est simplement l'espace aujourd'hui abandonné au carnaval. Enfin, ce sont les danses. Voilà. Partout, les jeunes préparent les kermesses. Au moins, quelqu'un a dit que quand c'est bon, il faut le reconnaître. Il me souvient qu'il y a 2 ans, le ministre de la Jeunesse avait interdit ce qu'on appelle les caravanes. Parce que là-bas, c'était grave. Vous voyez des enfants entre 15 justement et 25 ans, les enfants du secondaire, 30 ans maximum,
qui vous faisaient des défilés dans la ville, dans des voitures dont on ne peut pas évaluer les prix. Je n'ai jamais oublié cette scène. Donc, il y a une image qui vous avait marqué, en fait. Nous sommes là quelque part à l'endroit dit Kradat, où une jeune fille, pratiquement toute dénudée, était sortie du toit d'une grosse cylindrée de 40 millions moins. Et puis, au moment où elle atterrissait, une autre voiture qui descendait à vive allure est passée sur la tête. Je ne voudrais pas vous dire vraiment... voilà. Donc, au moins ça, on l'a interdit. Donc, les jeunes, ils ne peuvent pas vous dire c'est quoi la fête de la jeunesse, comment est née, parce qu'il s'agit de l'histoire de notre pays. Parce qu'il faut d'ailleurs le dire, vous l'avez dit, la première édition, c'est le 11 février 1966. Mais il faut rappeler aux Camerounais que la fête nationale de la jeunesse remonte au 11 février 1961. Qui était une journée de deuil national. Parce que le 11 février 1961, il y a eu ce qu'on va appeler un référendum qui appelait donc les Camerounais, moi je préfère le dire comme ça, des deux partis à se prononcer lors de ce référendum baptisé le British. Donc, les Camerounais de la partie baptisée Northern Cameroun avaient choisi de se rallier au Nigeria, alors que ceux du Southern Cameroun avaient choisi donc de rester au Cameroun. Et d'ailleurs, ce jour-là, du sang a coulé. Donc, c'était une journée de deuil national. C'est sous les auspices du ministre de la Jeunesse de l'époque, Félix Tonien-Bok, que on va décider donc de transformer cet événement, on va dire comme ça, pathétique ou alors négatif, en quelque chose de positif. C'est d'ailleurs pour ça que lors de son tout premier discours à la jeunesse camerounaise, le 10 février 1966, ces mots s'étaient échappés des lèvres du tout premier président de la République du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, qui faisait donc de la jeunesse le fer de lance de la nation. Mais aujourd'hui, on peut essayer de faire une évaluation. 5 ans après, qu'est-ce qui est vraiment resté de ce fer de lance la nation? Nous pouvons plutôt égrener de gauche ou de l'âme parce que la situation n'est pas du tout ce qu'on avait utilisé comme argument pour transformer une journée de deuil national en fête nationale de la jeunesse. En réalité, le 11 février au Cameroun devait être une journée de commémoration parce que perdre une partie, on va le dire comme ça, de ses fils, ce n'est pas du tout une bonne chose. Et perdre une partie de ses fils pratiquement dans un petit bain de sang, ce n'est pas du tout quelque chose d'agréable. Si on a donc choisi de positiver la journée du 11, comment donc vraiment la positiver? Il faudrait donc que les gens prennent leurs responsabilités en main, en donnant vraiment à la jeunesse sa place de fer de lance de la nation. Pour que cela soit fait, il faut donc des meilleures politiques publiques en matière d'encadrement de la jeunesse. Nous avons dit, la situation se justifie par ce que nous pouvons appeler l'échec des paliers de socialisation. La famille a sa part de responsabilité parce que la famille aujourd'hui a pratiquement, on peut le dire comme ça, démissionné. Les parents abandonnent l'éducation de leurs enfants à l'école, aux réseaux sociaux et d'autres forces qui devraient pourtant être secondaires. L'enfant qui arrive à l'école se retrouve dans un système éducatif qui est totalement en déphasage avec les réalités et les besoins de transformation qualitative de sa société. Et vous l'avez dit, l'enfant qui finit même l'école, il va où? Nous avons le système éducatif qu'on est aujourd'hui est une usine de fabrication. C'est un véritable laboratoire de fabrication des chômeurs. Et on peut être d'accord que si vous avez donc des jeunes qui voient leurs aînés qu'on appelle titulaires de licence, de master et de docteur, qui sont des chômeurs, qui ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes quotidiens, en fait. On se demande bien pourquoi les jeunes n'iraient pas consommer la drogue à l'école. Pourquoi les jeunes ne prendraient pas pour modèle des fémans, des footballeurs. Pourquoi les jeunes ne penseraient pas désormais que l'école ne sert à rien? Lorsque pour la plupart, avant d'arriver dans votre studio, je voyais un rapport de l'INS qui justement disait que lorsqu'on parle même des emplois au Cameroun, pratiquement 70% de ce qu'on appelle emplois sont des emplois précaires. C'est-à-dire que les gens sortent, ils vont au travail, mais à la fin, ce qu'ils font comme travail ne peut pas permettre. Effectivement. Donc, ce sont des emplois précaires. Le secteur informel, c'est pratiquement ce qui domine la scène au Cameroun. Et finalement, l'éducation et la formation n'occupent pas une place de choix. Il y a une image qui me vient d'ailleurs tout de suite à l'esprit.
on a pensé à quelque chose de formidable, comme on sait le faire au Cameroun. Oui. Je vous ai parlé de cette société de discours. On a créé le Conseil national de la jeunesse. De la jeunesse du Cameroun. Mais CNJC. madame, à l'heure où je vous parle, le CNJC, 13 ans après, n'a pas un siège digne de ce nom. 13 ans après. Le CNJC squatte quelque part au ministère de la jeunesse. Oui. Donc le CNJC est phagocyté par le ministère de la jeunesse. Alors que le CNJC, comme ça sonne ronflant, ça sonne si bien, ça devrait être un véritable laboratoire justement comment on va dire ça, de production justement des politiques et des projets de réalisation justement. Mais comment vous expliquez cet état des choses, monsieur le sociologue? Pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que le CNJC n'ait pas de siège? Pourtant, ça devrait être un endroit où les jeunes peuvent se retrouver, proposer, faire des solutions ou bien présenter des doléances. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce fait? Non, ce qui explique ça, j'aime souvent le dire, c'est un type de société bien précis qui produit un certain type d'hommes bien précis. C'est la qualité des politiques publiques ou bien c'est la qualité de la gouvernance que nous avons choisie. D'accord. Parce que pourquoi créer un organe qui doit être autonome? Le CNJC aujourd'hui devait être une véritable usine de production des modèles de jeunes, de responsables. Oui. On devrait déjà avoir, c'est pas moi, des anciens présidents du CNJC aux membres qui sont aujourd'hui des hauts responsables, membres du gouvernement ou qui font leur preuve. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir du CNJC aujourd'hui? Donc c'est une façon de faire. C'est-à-dire que rester dans les discours, mais sans véritable volonté. Parce que l'une des choses qu'il faut pour une transformation qualitative de la société, c'est la volonté politique. Il manque simplement la volonté politique. Pourquoi le CNJC doit continuer à squatter au ministère de la Jeunesse pour être finalement comme, on va dire comment, le coursier du ministère, des hauts cadres du ministère? Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on fait là-bas. Parce que justement, c'est une autre façon de faire. Et depuis qu'on l'a créé, les qui sont, on va le dire comme ça, sélectionnés pour officier dans cette haute institution, parce qu'elle devrait être autonome, avec un budget autonome qui permet justement de produire, de penser des projets en faveur des jeunes, dont les jeunes devaient être les véritables arbitres pour apprécier. Mais généralement, madame, pardonnez-moi, je vous ai dit que si vous faites un voice pop pour demander aux jeunes l'origine de la foi de la jeunesse, vous n'aurez pas de réponse. Parce que la plupart, c'est la même chose. Si vous faites un voice pop pour demander aux jeunes que le CNJC c'est quoi, je vous assure. Bon, à Yaoundé, vous pouvez avoir quelques petites réponses. Yaoundé doit là. Mais allez au fin fond, dans le Cameroun profond, les gens ne savent même pas que c'est quoi le Conseil national de la jeunesse. Mais le Conseil national de la jeunesse, monsieur le sociologue, travaille de concert avec le ministère de la jeunesse. En fait, il y a des actions, par exemple avec le village de la jeunesse que nous avons du côté du musée national qui actuellement mène des actions, des activités dans le cadre de cette semaine dédiée à la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse accompagne le ministère de la jeunesse dans ses actions, monsieur le sociologue. Alors, nous voulons être vraiment bien compris. De notre point de vue, lorsqu'on dit Conseil national de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse devrait être une institution autonome avec un budget qui lui est propre, qui permet de faire des réalisations, comme son nom l'indique. Ça devrait même être un laboratoire où on pense. D'abord, on conçoit justement des politiques et des projets justement à proposer peut-être au ministère de la jeunesse. Voilà, le ministère de la jeunesse devrait simplement être la tutelle. Mais malheureusement, nous pensons de mode modeste point de vue que le ministère de la Jeunesse a totalement phagocyté le Conseil national de la jeunesse. De ce point de vue-là, le Conseil national de la jeunesse est comme une petite aile du ministère de la jeunesse. C'est votre avis, monsieur Abaka? Et effectivement, et c'est d'ailleurs ce qu'il faut dire. Parce que nous avons dit aujourd'hui, ces jeunes-là, on peut s'interroger. Ça fait le 3e bureau du Conseil national de la jeunesse. Nous sommes au 3e, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Pourquoi ces gens eux-mêmes ne voient pas l'utilité d'avoir un siège où ils peuvent travailler, penser, concevoir d'eux-mêmes et présenter les résultats? Quels sont les projets? Le village, vraiment, madame, je vous ai dit tout à l'heure, la mise en scène quotidienne, il ne faut pas confondre, je voudrais reprendre l'un des brillants aînés, le professeur Kodabé, dit souvent, il parle de la gesticulation institutionnelle. Que la gesticulation institutionnelle n'a rien à voir avec l'efficacité, la production.
qui devrait justement permettre de transformer qualitativement une société. Le message est sûrement passé. J'espère que l'équipe du Conseil national de la jeunesse a écouté votre remarque, en fait, relativement à leur siège. Donc, on va continuer avec cette question qui est celle de savoir comment expliquer le fait que la jeunesse aujourd'hui se livre de plus en plus à des actes horribles. On a vu le 15 janvier 2020 au lycée de technique de Colbison, cet élève qui a poignardé son enseignant en classe de 4e. Et tout récemment, c'était le 14 janvier 2021 du côté de Douala. Il y a également un élève qui a découpé son camarade avec une lame de rasoir pour une pièce de 50 francs, monsieur le sociologue. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce genre de situation dans les établissements scolaires? Alors, madame, nous avons répondu d'abord de manière générale à cette question en vous disant que une seule phrase, c'est l'échec des instances de socialisation. C'est l'échec des agents significatifs de socialisation. Et nous avons dit que ça nous permet donc finalement de ne pas dire ce qu'on n'aime pas beaucoup entendre, c'est-à-dire que de jeter l'anathème ou bien toute la pleine responsabilité sur l'État, mais de dire que l'enfant qui poignarde à l'école, c'est l'échec du premier agent significatif de socialisation qu'on appelle la famille. Parce que justement, la famille, c'est là où on doit inculquer à l'enfant ce qu'on appelle l'éducation de base. Mais nous sommes dans un contexte capitaliste que nous avons embrassé sans être préparés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enfant qui au départ pour l'Africain était, comme on disait, l'enfant richesse, est devenu un fardeau. Un enfant, c'est plusieurs charges. Et ces charges sont d'abord essentiellement économiques. Résultat des courses, le père sort parfois à 4 heures, à 5 heures, la maman sort aussi. Et puis, on revient à 23 heures fatigué. L'enfant est abandonné. Le monde évolue aux réseaux sociaux, aux médias classiques et autres. Quand vous parlez de réseaux sociaux, justement, je me rappelle de la récente scène du côté du Gabon. Il y a eu des jeunes élèves, des filles dans un collège qui dansaient, elles s'exhibaient et tout, nues, la partie intime. Les réseaux sociaux. Des images qui ont fait le tour du monde. On peut donc penser, c'est parce que justement, on va dire comme ça, la démission des parents. Et le premier argument qui justifie cette situation. Deuxième agent significatif de socialisation, c'est l'école. Désormais, madame, on peut s'interroger. Nous, en Afrique, particulièrement au Cameroun, quelle est la place de l'école aujourd'hui? Que représente même déjà l'enseignant? Comment devient-on enseignant au Cameroun? Vraiment, il faut le dire. De plus en plus, l'enseignement, c'est comme la pastorale au Cameroun. Lorsque les gens ont cherché parfois partout, sans trouver, allez. Donc, l'enseignant n'est plus celui qui répond à la vocation du latin vocatum. Il faut être appelé à être enseignant, il faut être appelé à être journaliste, à être pasteur. Mais les gens finissent par faire ce qu'ils ont trouvé. Et résultat des courses, comme on dit, parce qu'on ne travaille pas par vocation, le travail qui doit être fait n'est plus vraiment celui qui est fait. Parce que vous avez des aventuriers qui se retrouvent comme des enseignants, des encadreurs. Avec la démission des parents, on voit déjà vers où on va. Ajoutez à tout cela, madame, l'institution scolaire elle-même aujourd'hui. Quelle est la place qui est accordée à l'institution scolaire? Lorsqu'on voit comment l'État lui-même se comporte, on crée des lycées partout, sans infrastructure. Allez, comme j'ai dit, dans le Cameroun profond. Quand vous êtes dans le privé, l'école, c'est un business. On considère l'école comme une boutique. Ce sont des businessmen, pardonnez-moi l'expression. Il y a un peu de corruption aussi. Et voilà, qui passe. Résultat des courses, ce qui intéresse les gens, c'est l'argent et rien que l'argent. Deuxième, troisième chose, c'est le système éducatif lui-même. Quel est le contenu même des enseignements? Quand on examine les curricula aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne vraiment à l'école aujourd'hui? Quelle est la place de la morale aujourd'hui? Si vous êtes à l'école primaire, dans le secondaire, l'éthique n'occupe plus la première place. Donc, on va dans tous les sens. Résultat des courses, le système éducatif est un système hérité du colon qui reste aujourd'hui en total déphasage avec les réalités socio-culturelles qui sont les nôtres. C'est ça qui fait donc que vous êtes au Cameroun, mais vous avez plus de faux Américains au Cameroun qu'aux États-Unis. Parce que les enfants qui voient la télé, qui voient c'est pas ces chaînes que je ne voudrais pas citer, etc., ces enfants-là prennent ça pour agent. Les téléréalités. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a la responsabilité du deuxième agent significatif de socialisation qu'on appelle l'école. Donc, il y a, et à côté de ça, comme on a dit, la vraie responsabilité est celle
des institutions étatiques. Parce que, madame, vraiment, on aime le dire, le triomphe ou la dérive d'une société dépend totalement, mais alors entièrement, de la qualité de la gouvernance. Parce que le parent qui a démissionné, je voudrais le dire trivialement, les mauvais parents qui sont statistiquement nombreux dans un pays sont la résultante des mauvaises politiques en matière d'encadrement et de promotion de la famille. Qu'est-ce que vous entendez par mauvais parents? Mauvais parents, les parents qui, on va dire comme ça, abandonnent l'éducation de leurs enfants, qui démissionnent, qui ne contrôlent pas. Vous savez, comme on a dit, il y a des parents qui, même l'enfant qui est au cours préparatoire à la CIL, le parent s'en fout. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas. Qu'est-ce que l'enfant fait à l'école? Vous avez même désormais des parents qui sont dépassés par leurs enfants. C'est-à-dire l'enfant commet quelque chose, le parent va plutôt se plaindre à l'école. Les parents pensent que c'est à l'école qu'il y a des faiseurs de miracles, qui ont des boules de cristal. Ou voilà. Les parents vont même se plaindre contre l'école parce que leurs enfants. Pourtant, eux-mêmes à la maison, ils ne font rien. Mais nous disons que, comme dans tous les pays du monde, vous aurez toujours au moins l'équivalent d'un ministère qui est chargé justement de la promotion de la famille. Si dans ce ministère, vous n'avez pas de bonnes politiques publiques, vous aurez donc massivement un pourcentage élevé, beaucoup de parents démissionnaires. C'est-à-dire que qui pensent que l'éducation de leurs enfants incombe aux autres. Donc là, on va toujours insidieusement voir la responsabilité des institutions publiques. Parce que les parents, la qualité des parents qu'on a dans un pays dépend de la qualité des politiques publiques. C'est la même chose. Quand vous avez des jeunes qui accordent la part belle à la drogue, à l'alcool et à toutes sortes de choses, on peut s'interroger sur la qualité des politiques publiques en matière d'encadrement de la jeunesse. Je vous ai rappelé, madame, que l'enfant ne s'éduque pas, mais on éduque l'enfant. Malheureusement, vous voyez aujourd'hui au Cameroun, les parents se plaignent des enfants. Vous voyez là, il y a aujourd'hui le sociologue citoyen du très haut de l'académie, si jeunesse savait, mais aussi et surtout, si vieillesse pouvait. C'est parce que la vieillesse, les adultes qui doivent éduquer les enfants ont échoué. Ils n'arrivent pas. Et vous voyez, j'ai suivi tout à l'heure dans votre reportage, on a dit le père de la nation. Le père de la nation, quelle est la traduction qu'on doit en faire? Que dans un pays, vous avez d'abord le papa national, qui est le père de tout le monde. C'est-à-dire que si les Camerounais sont en majorité des drogués, des fumeurs de je ne sais pas moi quoi, des paresseux, il faut s'interroger. Mais monsieur Abaka, vous savez quand même que tout ne dépend pas de notre père. Il est entouré. C'est toute une équipe, monsieur Méfiré. Bon. Notre papa n'est pas le centre, en fait. Il ne dirige pas tout. Moi, je voudrais dire, moi qui vous parle là, si vous êtes un chef de famille à la maison et que, comme je disais tout à l'heure, vos enfants sont... Vous n'allez pas trouver des... Le parent est celui, comme on dit, c'est le premier leader qui arrange tout. De ce point de vue, il peut avoir tout ce que vous voulez. Mais quand on dit à un enfant, espèce de mal élevé, ça veut dire que ce n'est pas l'enfant qu'on insulte. On s'insulte soi-même. Lorsque les Camerounais sont vus à travers le monde entier, reconnus comme des champions en corruption, en fémania, ça veut justement dire qu'il y a quelque chose en matière de politique publique, justement, de fabrication des citoyens. C'est l'un des problèmes, le défaut de citoyenneté. Pourquoi dans un pays, vous avez beaucoup des acteurs sociaux qui ne sont pas des bons citoyens? C'est justement parce que nous sommes dans les discours. On a bien dit, si vous arrivez au ministère de la Jeunesse, vous arrivez au ministère des Affaires sociales, les gens vous disent qu'on travaille. Certainement, quelque chose est fait. Mais à la fin, quel est le résultat qu'on a sur le terrain? Si vous faites tout, mais après évaluation, vous avez 6 sur 20, on va dire si c'est le pédagogue, on dit que c'est l'enseignant. Parce que malheureusement, on dit, quand vous avez pris même des élèves cancres, si vous êtes un bon enseignant, vous devez relever le niveau de ces élèves. Malheureusement, chez nous, c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Quand vous suivez les gouvernants, ils se plaignent des jeunes. Ils se plaignent des jeunes. Mais qui a fabriqué ces jeunes? Qui fabrique ces jeunes? Mais monsieur Abaka, vous êtes enseignant. Est-ce que vous relevez vos élèves? Est-ce que vous les formez bien? Vous êtes enseignant également. Oui, Est-ce madame. que vous les encadrez bien? C'est vrai que quelqu'un disait que le moi est haïssable. Il est difficile de parler de soi-même. C'est pour ça que de faire un débat intuité personnel, moi je suis sur l'équation sociale, qui est l'équation la plus importante. Oui, madame, je vous ai reconnu que comme dans tous les corps de métier, peut-être ce qui va faire problème, c'est le pourcentage. Si vous arrivez, comment on devient enseignant? Qui est enseignant au Cameroun?
Vous avez deux ordres d'enseignement au Cameroun aujourd'hui, le public et le privé. Comment on entre dans l'un ou dans l'autre? Vous avez parlé tout à l'heure de corruption. Oui. Comment réussit-on à un concours au Cameroun? On généralise même. Les réseaux. Voilà, c'est la même chose. Lorsque quelqu'un a... Comment on fait même pour créer un établissement, je ne sais pas moi, d'enseignement primaire, secondaire ou universitaire au Cameroun? Est-ce qu'on passe vraiment par les voies reconnues? Quand c'est fait, quelles sont les règles? Qui enseigne quoi et comment dans ces écoles-là? C'est l'un des problèmes. De ce point de vue, madame, vous voyez là, comme dans une équipe, si vous avez 2 bons joueurs et 9 mouilleurs, le résultat sera quoi? Et nous sommes dans une société, c'est Durkheim qui disait que l'homme est le produit de sa société, au point où, même quand ma conscience parle à moi, c'est la société qui parle à moi. Ah, ça commence à la maison, à l'école, partout. Dans une classe, le gars qui refuse de tricher, tout le monde lui en veut. Ah, il veut montrer quoi aux gens? Effectivement. C'est la même chose entre des collègues. Si vous voulez être à part, ne pas céder, dire que bon, je ne fais pas... voilà, les autres vous en veulent. Comme dit encore Durkheim, on est passé du normal au pathologique. C'est-à-dire qu'au Cameroun, ce qui est normal, finalement, c'est ce qu'on considère comme pathologique. Et ce qui est pathologique devient normal. Le philosophe Hubert Mononjana a dit que nous sommes dans une société dans laquelle les normes sont écartées et les écarts normalisés. Donc, on ne peut donc pas individualiser ce débat. Malheureusement, c'est là où on en est tout le temps. Oui, au quotidien, les enseignants, de manière générale, on voudrait le dire, font leur travail. Mais que fait le gouvernement, madame? Au moins ça, je peux vous le dire. De manière générale, l'enseignant camerounais est clochardisé. Et vous voyez, l'enseignant devrait être le premier modèle dans une société. Parce que pour être pasteur, il faut passer par des gens qu'on appelle enseignants. Pour être militaire, pour être... Même le président de la République, il a été enseigné. Mais aujourd'hui, qui est l'enseignant au Cameroun? Justement. C'est pratiquement... l'enseignant qui est voilà. Moi, je le suis tout le temps. Quand les enfants, tout à l'heure, en offre, on faisait un débat. La question, les psychologues appellent ça la visibilité sociale. L'enseignant qui se présente devant des apprenants ne doit pas refléter la misère parce qu'il est supposé être un modèle. Mais vous avez des enseignants qui sont obligés d'aller à l'école avec la même chemise tous les jours. Mais vous ne reflétez pas la misère. Ils deviennent donc des tichas. Ils deviennent des tichas. Quand les enfants disent ticha, madame, moi, je l'ai souvent fait. D'accord. J'ai eu la chance... on va dire comme ça, de flirter avec les 2 ordres d'enseignement, c'est-à-dire le secondaire et le supérieur. Dans une classe terminale, je l'ai souvent fait, madame, vous posez la question aux élèves sur leur rêve, que dans votre vie, vous voulez faire quoi? Je vous assure, vous vous rendez compte que dans une classe de 45-50 élèves, personne ne parle d'enseignant. Surtout, et j'ai souvent fait que, bon, demain, vous connaissez ce qu'on appelle les Nièges, l'école normale des instituts d'enseignement général. Peu connaissent. Peu connaissent. Et même quand ils connaissent, je vous assure, si vous dites à un enfant que toi là, je voudrais que tu fasses ce concours, l'enfant peut vous en vouloir pour toute la vie. Parce que les enfants, ils voient. Ils savent que quand vous sortez de l'ENIEJ, BEP c'est 3 ans, probatoire 2 ans, baccalauréat 1 an. Après l'ENIEJ, ce monsieur qui est appelé à être maître des parents, on lui donne 15 000 francs, 10 000 francs. Ça n'encourage pas. 20 000 francs. Quand vous êtes dans le secondaire, madame, il y a des collèges au Cameroun, je le dis à haute et intelligible voix, où on paie l'heure de cours à 250. Vous avez un ministère du travail, vous avez un ministère de l'éducation de base, vous avez un ministère des enseignements secondaires, vous avez un ministère de l'enseignement supérieur. Il y a des gens qui voient, qui savent qu'il y a les écoles privées, maternelles, primaires, secondaires et puis universitaires. Mais comment ces enseignants sont traités dans ces milieux? Voilà l'une des choses qui facilite même d'ailleurs la corruption. Voilà l'une des choses qui viole les canons éthiques. Parce que, comme disait quelqu'un, c'est l'un des grands évêques du Cameroun qui disait que un monsieur qui a faim n'a pas d'âme. Vous ne pouvez pas avoir une dignité quand vous avez faim. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Voilà. Mais vous voyez, quand dans un pays, on décide d'affamer les enseignants, vous attendez à quoi? Quelle peut être la qualité de la société? Encore ils vont former qui? Actuellement, il y a des manifestations. Les enseignants veulent gréver relativement à leur prise en charge, leur traitement. Ils ne sont pas contents. C'est devenu, on est pratiquement obligé de basculer dans un état policier, c'est-à-dire un état
qui se revendiquent être démocratiques, mais malheureusement où les libertés ne sont plus exprimées. Parce que si on laissait libre cours aux citoyens, comme on dit là, à l'heure où nous parlons, chaque fois, il y a toutes les catégories d'enseignants qui veulent s'exprimer, manifester leur mécontentement, dire que depuis des années, dans le secondaire, il y a les textes, les statuts particuliers de l'enseignant qui n'ont jamais été appliqués. Dans l'enseignement privé, c'est autre chose. Tout ça. Mais malheureusement, on est dans un état policier où dès que les gens savent que si vous toussez, la matraque va vous ramener quelque part. Sinon, si on était véritablement dans un espace démocratique où les gens ont la possibilité de s'exprimer, je vous assure, chaque jour, les enseignants seraient dehors, pardonnez-moi cette expression triviale, au Cameroun. C'est parce que malheureusement, l'expression état policier ne favorise même pas l'expression de ces libertés individuelles. Le droit de manifester. Non, on ne peut pas manifester comme on veut. Sinon, dans le supérieur, ça fait depuis beaucoup de jours déjà, les enseignants du supérieur projettent de s'exprimer. Mais malheureusement, les menaces, et puis voilà, on choisit d'autres techniques. Les infiltrations, les divisions et autres, dont la corruption, au lieu de résoudre les problèmes. Donc, de ce point de vue, il faudrait qu'on le dise, madame. Quand Arthur Rimbaud disait fort opportunément que la deuxième nécessité d'un pays, après le pain, c'est l'éducation. C'est-à-dire que dans un espace social normal, quand on a fini de prendre un bout de pain pour calmer ses intestins, la deuxième chose qui suit, c'est l'éducation. Mais on peut s'interroger, quelle est la place de l'éducation désormais dans notre société? D'accord. Monsieur, on va actuellement s'intéresser au thème de cette 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse. C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que ça ne devrait pas être une fête, mais on va utiliser l'expression appropriée, la Fête nationale de la jeunesse, qui a donc pour thème jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. C'est un thème qui a été arrêté par le gouvernement qui veut, à travers ce thème, interpeller la jeunesse, lui rappeler quelle est sa place dans la société et le rôle qu'elle peut jouer dans la promotion de la paix, de la solidarité, de la démocratie, entre autres valeurs d'une nation. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce thème, monsieur le sociologue? Est-ce que ça vous satisfait? Quelle analyse est-ce que vous faites de ce thème du gouvernement? Non, nous pensons que ce thème est superfétatoire, c'est-à-dire que c'est un thème ronflant, il sonne beau, il est même, on va dire comment, il est pratiquement séduisant. Mais en réalité, nous sommes encore dans cette société des discours, où les discours vont continuer à se faire, mais malheureusement, ne peuvent pas épouser la réalité du terrain. Parce que, pour ce qui est du thème, madame, nous l'avons déjà dit, lorsque vous passez le temps à matraquer, à accuser la jeunesse, alors qu'il revient à vous de former, de façonner cette jeunesse, vous avez déjà un problème. Le conflit de génération, qui ne devrait pas en réalité être une mauvaise chose, devient une mauvaise chose lorsque les acteurs, je vais le dire comme ça, se cramponnent et s'observent en chien de faïence. Vous savez que de nos jours, il faut le dire comme ça, si on fait une étude, d'ailleurs des études ont été faites, les jeunes Camerounais dans la plupart ont même démissionné de leur tête parce qu'il y en a qui sont convaincus qu'on est dans une gérontocratie kleptocratique, pardonnez-moi, qui fait que ceux que nous appelons les adultes, les anciens, ils sont installés depuis, ils ont tout confisqué et ne veulent pas laisser la moindre place. Voilà pourquoi les jeunes ne les intéressent pas du tout. Résultat des cours, c'est l'une des choses qui justifie la vénalité, l'esprit de facilité chez les jeunes. Les jeunes se disent que on ne peut plus passer par des canaux normaux pour réussir. Au Cameroun, pour réussir, comme on dit, il faut trouver son réseau. Il faut être parrainé. Il faut monnayer. Voilà. C'est pour ça que les jeunes, même quand ils sont à l'école, ils ne croient pas à l'école. Ils ne travaillent pas. Les gens savent que pour passer un concours, ce n'est pas celui qui mérite. Ce n'est pas le règne de la méritocratie, mais c'est ceux qui ont des parents. C'est la réseaucratie qui fonctionne. À partir de ce moment-là, comment les jeunes accueillent ce thème? Vous voyez, le mot résilience fait problème au Cameroun. Les gens conçoivent la résilience comme le fait de tout demander aux autres, mais sans jamais vous-même faire ce qu'il faut. Je vous assure, je vous ai dit ce matin, j'étais dans un établissement secondaire pour justement être parmi les intervenants de ce thème dans un établissement secondaire. Alors, les jeunes disaient que, mais monsieur,
on nous parle encore de résilience. Donc, une façon de nous demander de serrer la ceinture. Mais nous avons déjà serré la ceinture est coupée, mais on nous demande de serrer alors qu'on n'a même plus de ceinture, puisqu'à force de serrer, elle est coupée. Parce que le thème ici invite aux jeunes à remplir leur part de responsabilité. On leur dit que ça ne va pas et vous êtes responsable. Pour cela, vous devez cesser, vous devez faire comme ça. Alors qu'entre-temps, les jeunes se sont braqués. Ils pensent que les anciens, ils sont égoïstes parce qu'ils ne veulent pas laisser la moindre place aux jeunes. Ils ont tout confisqué. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui, un homme de science, dit que depuis le lendemain des indépendances au Cameroun, un petit bloc historique, une petite nomenclature s'est constituée et a tout verrouillé. C'est pour ça que même pour être quelque chose, il faut d'abord être le fils d'eux. Il faut être l'enfant d'un quelque chose de la République. Malheureusement, madame, voilà, vous avez parlé de mentalité. C'est ce type de mentalité qui anime la jeunesse aujourd'hui. Les jeunes ne croient plus. Alors que le père à la maison devrait être un modèle pour son enfant. L'enseignant devrait être un modèle. Mais je vous ai dit tout à l'heure, qui sont les modèles au Cameroun? Ce sont les FEMAN. Parce que les FEMAN remplissent toutes les conditions de ce qu'on peut appeler belle vie au Cameroun. Belle voiture, et puis. L'enseignant n'a pas la possibilité d'inspirer. C'est d'où la remarque qui a été faite dans la chronique. On invite les artistes, les sportifs, toutes ces célébrités à aller vers les jeunes, essayer de les sensibiliser parce que ces jeunes-là les voient comme des modèles en fait. Ah oui, et madame, vous faites bien de le dire parce qu'on devait également embrayer sur cet élément. C'est l'un des problèmes, madame, qui est vraiment modèle au Cameroun. Parce que lorsqu'on parle de l'artiste, quel est le type justement d'art, pour ne pas stigmatiser une catégorie d'artistes, mais si par exemple nous prenons dans la musique, quel est le type de musique qui est désormais consommé au Cameroun? Vous voyez donc des artistes qui sont des modèles, qui vont même parfois dans les établissements, madame, qui indiquent aux jeunes où trouver la drogue, mais ne sont pas interpellés. Ce sont des méga, pour emprunter à 1-2, des méga giga webstars au Cameroun. Donc, c'est des gens qui promettent les antivaleurs, qui sont justement des modèles d'artistes. Voilà. Madame, je vous disais tout à l'heure, il y a 2 ans, j'avais fait des problèmes quelque part où nous intervenons. Lors de la journée internationale de la philosophie, il faut célébrer la journée. On vous dit qu'il n'y a pas l'argent. On ne peut pas débourser 10 000 francs. Mais je peux citer l'artiste. Le même établissement à l'occasion de la kermesse, dont l'occasion de la fête de la jeunesse, avait déboursé 500 000 francs pour faire venir Coco Argenté. Et nous avions alors choqué monsieur le fondateur, qui était un haut responsable. Lui avons dit que, mais monsieur le fondateur, vraiment, on ne sait pas où vous êtes en train de vouloir que ce pays aille. Une dame qui va venir tourner les fesses, il y a 500 000 francs pour elle. Mais pour la journée internationale de philosophie, nous sommes à l'école où on doit former les esprits, où il faut solidifier les esprits. On vous dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. On peut même 10 000 francs, on ne peut pas débloquer. Triste réalité. Voilà, malheureusement. Donc, madame, finalement, c'est à ça qu'on a assisté. C'est bien, nous avons dit. La jeunesse doit être interpellée, elle doit être conscientisée, elle doit être formée. Mais nous devons, c'est l'un des problèmes du Cameroun, c'est-à-dire que nous sommes toujours contre la méthode. On dit qu'avant d'arriver aux conséquences, il faut examiner les causes. Malheureusement, chez nous, nous ne savons jamais examiner les causes. Pourquoi de plus en plus, nous avons donc ces jeunes à l'esprit de facilité, des jeunes de charter, consommateurs de drogue, je ne sais pas moi, de toutes les formes de stupéfiants. Il faut d'abord s'interroger quelles sont les causes. Et c'est ça qui va faire finalement qu'on arrive un jour à ce genre de thème où la jeunesse sera interpellée. Parce que c'est comme on dit chez nous là, si vous tournez le couscous avec de la poussière ou la boue, ça n'aura aucun goût. C'est à peu près ce que nous savons très bien faire au Cameroun. Merci. D'accord, on va continuer avec à présent ces réactions des populations sur ce qu'elles pensent de la jeunesse camerounaise aujourd'hui. Écoutons cet élément. La jeunesse camerounaise, elle se comporte bien. Elle est, n'est-ce pas, un point d'avenir, mais cette fois-ci, il faut un sursaut pour cette jeunesse. Il faut un sursaut, n'est-ce pas, pour cette jeunesse. Et si vous voyez, n'est-ce pas, un professeur arriver, n'est-ce pas, à taper un élève, c'est que c'est l'élève, n'est-ce pas, qui est cause. C'est l'élève qui est cause. Parce qu'on ne peut pas se comparer à son enseignant. Donc, quelque sorte,
La jeunesse camerounaise doit faire un sursaut. Ils doivent faire un sursaut et savoir que les études sont beaucoup plus mieux, n'est-ce pas, de se baser sur des stupéfiants. Peut-être qu'ils les font afin qu'ils les augmentent autre chose. Mais cette jeunesse doit faire un sursaut. Je vois beaucoup plus le côté délinquance, la délinquance juvénile. Nous avons constaté que même dans les établissements scolaires, les jeunes menacent même les enseignants. Des choses qu'on n'était pas du tout facile de constater ça avant. Mais actuellement, ça devient, c'est ça qui est à la mode. Quand un enfant ne menace pas un enseignant, il ne se sent pas au rendez-vous de la mode, je veux dire. Et nous avons aussi ce côté mimétisme où les jeunes ils se détournent contre leur propre culture pour embrasser la culture occidentale dans tous ses sens, tous les sens, je veux dire, dans tous les sens, que ce soit nourriture, habillement, même façon de penser. Je vois avec ça, la jeunesse est en train de s'enfoncer davantage. La jeunesse, s'il y en a qui se comportent de la sorte, c'est peut-être dû à certaines séries corporelles qui subissent dans les foyers. Et parlant de ces enseignants, peut-être parce qu'il y en a qui essayent d'intimider ces enfants. Ben, quand cela le tient, l'enseignant doit prendre la peine de mieux étudier son élève, le jeune qui se trouve devant lui. Essayer de le comprendre, puisqu'il y a des jeunes qui sortent de chez eux avec des petits problèmes de famille. Et directement, ils ne sont pas dans leur plat, comme on peut le dire ainsi, pour pouvoir assumer tout ce qui peut se passer en journée. D'aujourd'hui, il y a d'autres maintenant, les voleurs et tout. Quelqu'un a les diplômes, comme chez moi, il y a les masters qui chôment à la maison. J'ai pris les beignets fatigués après le décès de mon mari pour pousser les enfants à l'école. Ces masters chôment à la maison, je fais comment? Les enfants vont faire comment? D'autres, s'il n'y a pas l'éducation, ils vont voler. Hein? Donc vraiment, la vie, si ça va déjà du mal en pire. Moi, je suis en train de me demander, l'avenir des enfants, ça sera même comment? On paie les écoles chères. Comme je suis en train de vous dire, moi, en tant qu'une veuve, le sang est déjà fini au corps, que j'ai pris les beignets fatigués. Anémie sévère aujourd'hui, anémie sévère demain. Donc, quand ces diplômes sont à la maison, que j'ai saigné comme ça chôme à la maison, ça me donne quoi? Hein? Non, qu'on trouve les emplois aux enfants. Je les ai poussés à l'école comme ça pour qu'ils soient heureuses. Une génération, c'est une jeunesse battante et qui cherche à sortir d'une façon ou d'une autre la tête de l'eau. Bon, concernant des dérives, nous voyons avec l'évolution du monde, nous sommes dans un monde où la technologie a beaucoup avancé et où beaucoup apprennent des choses positives et négatives. Des choses positives parce que au niveau de l'éducation aujourd'hui, on a beaucoup amélioré le système éducatif. On peut faire des cours en ligne. Maintenant, concernant des agressivités et le terrorisme, beaucoup de choses s'apprennent en ligne par rapport aux pays étrangers. On voit des guerres un peu de partout. Comment ça se passe? Aujourd'hui, il n'y a plus le sentiment entre les hommes. Bref, le sentiment est parti. Rendez-vous compte qu'un élève qui se retrouve en face de son professeur et a le courage, par exemple, prendre le couteau et poignarder, c'est quelque chose où je dirais même, ça ne devrait pas. Retour sur le plateau à présent. Nous venons d'écouter les réactions des populations sur ce qu'elles pensent de la jeunesse camerounaise aujourd'hui. Nous avons vu, il y a des avis positifs, d'autres négatifs. Et il y en a qui sont neutres relativement à notre jeunesse aujourd'hui. J'ai envie de me retourner vers vous, Monsieur Abakar Méfiré, pour savoir, selon vous, comment est-ce que la jeunesse, qui est le fer de lance de la nation, on aime bien le dire, peut contribuer à la promotion de la paix, de la solidarité et même de la démocratie dans notre pays?
Non, d'entre de jeu, nous avons dit, Estelle, que la jeunesse au Cameroun, comme dans la plupart des pays du monde, c'est la couche la plus représentative. Donc au Cameroun, si on se réfère aux chiffres du 3e RGPA, le recensement général de la population et de l'habitat, Oui. on vous dit, les jeunes, c'est la plus grande proportion de notre pays. Donc les jeunes représentent pratiquement, pour ne pas exagérer, à peu près 70% de la population. D'accord. Donc de ce point de vue-là, qu'est-ce qui est d'abord la première force du développement? Le premier facteur du développement, ce sont les ressources humaines. Donc la jeunesse est celle sur qui on doit compter si on veut se développer. Parce que c'est la jeunesse qui constitue la première force de développement et du travail pour pouvoir transformer le pays. Donc, de ce point de vue-là, pour que les jeunes contribuent efficacement justement au développement de notre pays, Promotion de la il paix. faudrait que cette jeunesse soit bien formée. Oui. C'est la première des choses. Il faudrait que cette jeunesse soit bien éduquée, parce que tout à l'heure, nous avons fait le tour. Qu'est-ce qui semble être les causes du problème aujourd'hui? On dit aujourd'hui, la jeunesse est en panne d'éducation. Cela est lié à plusieurs facteurs que nous avons expliqués. La qualité de la formation. Nous sommes désormais, comme disait le journaliste américain Marshall McLuhan, nous sommes à l'ère de la globalisation, du village planétaire. Donc, le monde du travail, il est hautement compétitif. Oui. Mais tout à l'heure, je vous parlais, par exemple, de ce qu'on peut considérer comme l'enseignement universitaire technique au Cameroun. Oui. Ça se fait dans ce qu'on appelle les IPES, les instituts privés de l'enseignement professionnel. Dans ces instituts-là, vous avez parfois des filières ou qui sont des filières professionnalisantes, mais qui n'ont pas la technologie nécessaire. À la fin, non, nous formons tout le temps des théoriciens. Parce que, comme nous avons dit, nous sommes en plein dans la fémania éducationnelle. Les gens entrent dans divers domaines d'activité, pas parce qu'ils sont experts, pas parce qu'ils veulent vraiment atteindre des résultats positifs, pas parce qu'ils veulent contribuer au progrès du pays, mais parce qu'ils veulent justement, comme c'est le cas, se mettre plein les poches. Rappelons que le contexte actuel est marqué par la Covid-19 qui d'ailleurs a impacté sur les activités de cette fête de la jeunesse. Le défilé a été annulé, docteur. Cela n'impacte pas également sur les œuvres de la jeunesse, cette pandémie du coronavirus? Oui, il faut dire, madame, qu'aujourd'hui, on a été obligé de céder beaucoup plus de place au virtuel que aux activités, je vais le dire comme ça, de terrain, ce qui est forcément un problème, surtout dans notre contexte où, on vante tellement, tout le monde parle du numérique, du digital, mais nous savons que nous avons encore un grand retard. Donc, la plupart des activités qui peuvent se faire dans cet espace virtuel-là, nous n'avons pas encore tous les moyens. Donc, résultat des cours, tout ce qu'on pouvait vraiment faire de plein pied sur le terrain pour interagir ou bien toucher la jeunesse n'a pas été fait. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des dérives, madame. Voyez bien que le thème que nous avons qualifié de superfétatoire, depuis on parle de Covid, désormais, on ne sait pas si c'est le ou là, mais voyons vraiment, madame, dans les écoles partout, que sont devenues les mesures dites barrières? Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Donc, nous sommes dans les discours. Dans les taxis partout, on se rend compte que même avec la fête de la jeunesse, on n'a pas beaucoup avancé. Donc, il faut qu'on fasse un effort pour concilier la théorie à la pratique. En un mot, quel message est-ce que vous passez à la jeunesse camerounaise? On va finir en un mot. On tire à la fin. Le message intuitif personnel que je peux passer aux jeunes camerounais, c'est que, chers jeunes, vous êtes certainement, comme on dit, cette génération sacrifiée. Mais ne perdez pas espoir. Donnez plutôt votre énergie au travail. Croyez en vous. Sachez que dans un contexte général où l'équation sociale a échoué, vous devez donner plus de force à votre propre équation individuelle. Sachez que c'est vrai qu'il y a problème partout, mais chacun doit désormais se battre pour mieux se former et pour mieux justement se construire dans ce pays très compliqué où, comme
pratiquement tous les jeunes ont reconnu. Le travail est dans la gueule du lion. Très Donc, bon message. accordez la place à votre propre équation individuelle. D'accord, merci à vous, M. Abakar Méfiré. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour avoir été avec nous tout au long de cette édition qui a mis donc sur les feux des projecteurs la jeunesse camerounaise qui est célébrée actuellement et qui est, on le sait très bien, le fer de lance de la nation. Point final donc pour cette édition de Quête de paix. Comme d'habitude, je vous rappelle, chers téléspectateurs, cultivons la paix, car la paix nourrit et la guerre détruit. À la prochaine édition.